le sujet du jour qu'on voulait un peu vous exposer finalement, c'est le titre est un peu ambitieux. 3-0, on aurait pu mettre 4, 5, 6, maintenant c'est la mode, je ne sais pas où on s'arrêtera, mais peu importe. L'idée c'était quand même de vous présenter un peu notre vision de l'innovation dans les parcours, avec un focus évidemment, vous l'avez compris, et j'espère que vous l'avez compris, parce que sinon vous allez être un peu frustrés pour cette présentation, autour de territoire de soins numériques. Donc c'est un projet, vous savez, qui a été lancé il y a quelques temps, et donc autour de moi, les représentants des régions qui participent à ce projet, et puis Jean-Guilhem donc, qui représente l'ANAP qui nous accompagne sur le sujet. Je reviendrai un tout petit peu dessus sur son rôle, en tout cas nous, qu'on attend et qu'on attend tous, qui est de capitaliser sur les projets qui sont en cours en vue d'une généralisation. Alors, rapidement, territoire de soins numériques, donc c'est un projet du programme d'investissement d'avenir qui a été financé donc, par le PIA et donc le Commissariat général à l'investissement à hauteur de 80 millions sur une période extrêmement courte, 2014-2017, extrêmement courte parce qu'on est sur le déploiement à la fois de systèmes d'information, on va y revenir, mais surtout, et je le redis à chaque fois, mais surtout d'organisation. On l'espère, innovante en ce qui concerne le parcours des patients et leur prise en charge au sein de territoires avec une caractéristique peut-être un peu nouvelle, en tout cas qu'on espère généraliser, en tout cas sur lequel on croit fortement au sein du ministère de la Santé et plus particulièrement de la DGOS dont je fais partie, qui est une gestion des parcours polyvalente, multipathologie, multipopulationnelle. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est peu importe quelle est la pathologie, peu importe finalement quel est le patient. Ce qu'on demande, c'est que ces organisations prennent en charge de façon polyvalente finalement ces patients. Alors quand je dis pris en charge, on n'est pas sur le soin, je le redis aussi en précision, on est bien sur la coordination finalement du parcours du patient. Alors, notamment, donc, il y a une déclinaison qui est une déclinaison dans la loi de santé de ce projet TSN et qui était finalement un peu les prototypes. Encore une fois, je préfère appeler finalement les projets qui sont en train d'être mis en œuvre comme des prototypes pour souligner finalement cette volonté de généralisation au-delà de 2017. On est vraiment dans cet objectif-là de généralisation au-delà de 2017. Simplement, aujourd'hui, sur le territoire, des organisations qui prennent en charge de façon polyvalente finalement les parcours des patients, il n'y en a pas tant que ça, il y en a très peu même sur le territoire. Il en existe, il n'y a pas que TSN, il en existe, mais je dirais qu'elles se comptent sur les doigts d'une main et encore. Donc l'idée c'était vraiment finalement de construire des prototypes qui seront généralisés sur l'ensemble du territoire et qui s'appuieront donc sur une disposition législative qui a été votée dans la loi de santé, dans lequel le décret d'ailleurs devrait paraître incessamment sous peu, qui s'appelle les plateformes territoriales d'appui. Donc on est bien sur des prototypes de plateformes territoriales d'appui dans les TSN qui sont en cours de déploiement aujourd'hui. Comme je le disais, donc sur TSN, nous, on a deux volets qui sont extrêmement importants, c'est l'organisation et le numérique. Je pense que vous êtes tous un peu au fait des systèmes d'information. Déployer un système d'information en appui d'une non-organisation, d'une désorganisation ou de rien, ça donne rien, ça donne pas grand-chose. Enfin, les techniciens s'amusent beaucoup. On dépense souvent d'ailleurs beaucoup d'argent sur le sujet, mais finalement... encore une fois, un système d'information qui n'est pas utilisé, ça reste un réel échec sur le sujet et on en a vécu quelques-uns et puis on en vivra d'autres probablement. Mais en tout cas, l'objectif de TSN, c'est bien ça et c'est l'objectif qu'on a fixé aux régions qui sont ici. C'est bien de déployer une organisation du parcours et de la prise en charge des patients et un système d'information en appui finalement de ces organisations. Donc c'est vraiment l'enjeu et je pense qu'ils vont revenir, ils vont en parler peut-être brièvement, mais finalement la difficulté qu'on a dans le déploiement de ces organisations un peu innovantes, des prises en charge de parcours multipopulationnels et multipathologies, finalement c'est la mise en place de ces organisations qui sont effectivement extrêmement complexes.
puisqu'on décloisonne totalement. Alors, vous avez sûrement entendu hier ces termes de décloisonner et le territoire. C'est bien l'ambition finalement des déploiements des organisations innovantes dans le futur. C'est la difficulté, c'est ce décloisonnement et le fait qu'il y ait finalement de multiples acteurs autour finalement de ces projets et autour de ces organisations. Acteurs qui sont, vous le savez, qui dépassent largement le cadre du sanitaire. Et même dans le sanitaire, on a quand même des acteurs qui sont hospitaliers, de médecine de ville et de différentes professions. Et on va jusqu'au médico-social et même jusqu'au social, en tout cas dans ces projets TSN, puisque finalement, la prise en charge des parcours polyvalents, pour qu'ils soient efficients, il faut qu'il y ait tous ces acteurs qui soient réunis et qui aient le même objectif. Et donc aujourd'hui, c'est l'enjeu finalement des mises en place de ces organisations. Je ne sais pas s'ils reviendront dessus, parce qu'on va essayer de faire des présentations extrêmement synthétiques mais rapides. Aujourd'hui, effectivement, le déploiement de l'organisation dans les TSN est à des niveaux, je dirais, un peu différents du fait de la difficulté de ce déploiement. Alors, les 5 projets pilotes qui ont été retenus, et je terminerai là-dessus, puis un petit aparté sur la suite. Ils sont affichés là, et puis vous pouvez les retrouver un peu partout, et puis ils sont là, donc vous pourrez les interroger. Quelques petits points à retenir sur finalement cette carte et les projets. Globalement, ce qui est intéressant de retenir, en tout cas nous, ce qui nous semble important, c'est finalement cette maille territoriale. L'idée, c'est de ne pas mettre en place, en tout cas on n'a pas de volonté de mettre en place finalement un outil et une organisation de la coordination qui soit nationale. Ce n'est pas l'objectif. Pourquoi ? Alors, je veux dire, effectivement, c'est assez utopique d'avoir ça, mais pour redescendre justement jusqu'à la maille territoriale qu'on a définie, qui est autour de entre 200 et 400 000 habitants, en gros. Pourquoi on reste sur cette maille-là, finalement, dans TSN, et pourquoi on pense que c'est cette maille qu'il faut généraliser ? Parce que tout simplement, au-delà de ces territoires et cette taille de territoire et de population, finalement, les professionnels de santé ne discutent plus ensemble, ou de façon à ce moment-là assez exceptionnelle. Je vous mets de côté le recours, effectivement, dans le cas extrêmement particulier des CHU, etc. Mais au niveau d'un territoire, dans les parcours complexes qui sont gérés dans TSN, finalement, dès qu'on dépasse ces tailles, les professionnels ont, je dirais, moins l'habitude de travailler ensemble. Et comme vous avez bien compris que l'organisation, elle se base quand même sur ces relations entre les professionnels de santé et du secteur social, finalement, si on a une maille trop large, il n'y a plus cette proximité de la cellule qui fait la coordination. Et du coup, on perd ce caractère de proximité et finalement l'Aquitaine qui arrive. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça qu'on a mis cette taille qui est alors qui ressemble à un département, un demi-département. Quand vous prenez évidemment le nord du 94, évidemment c'est une population, enfin des secteurs qui sont assez denses et donc des territoires géographiques qui sont moins grands. Mais voilà à peu près l'idée. Et l'autre idée de TSN qu'il faut retenir, c'est justement cette diversité finalement des territoires. On a du super dense. On a de l'insulaire pour la Réunion. On a des territoires où, effectivement, c'est nettement moins dense comme les Landes. Et l'idée, c'était aussi un peu de voir un peu ce qui pouvait se passer dans différents territoires avec différentes natures. Donc voilà, moi je voulais juste faire cette introduction parce que je vous laissais la parole finalement aux régions pour qu'elles vous exposent un peu quelques points de leur projet. Juste pour terminer, et je pense que Jean-Guilhem de l'ANAP reprendra ça à la fin, l'objectif de ces territoires de soins numériques, au-delà de se déployer évidemment de façon opérationnelle, et aujourd'hui il y a de l'opérationnalité dans TSN, l'idée c'est de généraliser. Et pour généraliser, je vous disais que ce sont des prototypes, donc on capitalise, et normalement à la sortie qui arrive bientôt, puisque c'est 2017, on va produire avec l'ensemble finalement des régions et l'ANAP j'appelle ça des cahiers des charges pour la faire assez simple, mais des cahiers des charges à la fois sur des nouveaux modèles d'organisation et puis sur les systèmes d'information. J'en ai très peu parlé volontairement parce que sincèrement, aujourd'hui, l'enjeu des systèmes d'information dans TSN, et je le redis, c'est l'intégration au niveau des outils des professionnels de santé. Je pense que c'est extrêmement important finalement. Les outils de plateforme de coordination, ils existent. Il y en a là autour de vous. Vous pouvez aller les voir. Ils sont assez pertinents. Là où il y a encore, je dirais, un manque sur les systèmes d'information, c'est comment on intègre ces nouveaux services numériques dans les outils des professionnels de santé de tous les jours.
leurs outils de tous les jours. Il faut bien voir que notre ambition, et on pense que sans ça, ça ne peut pas marcher, vous ne pouvez pas demander à des professionnels de santé, finalement, d'utiliser plusieurs outils numériques, finalement, pour la prise en charge de leurs patients de tous les jours. Et ça, c'est l'ambition. C'est extrêmement compliqué parce qu'il y a encore une fois de multiples acteurs. Finalement, il faut essayer de faire converger tous ces acteurs sur le même objectif. Donc ça, c'est effectivement une ambition de TSN d'arriver à ce que les services numériques assez innovants qui sont mis en place par les régions sur les territoires, ils soient accessibles de façon totalement transparente pour le professionnel de santé. Voilà sur quoi je voulais terminer. Alors, on passe aux régions. La mise en œuvre, je passe. On en est là, on est 2016. Ils sont en cours de déploiement. On a fini les phases de conception sur 95% des périmètres de projet. Il y a toujours des petits morceaux qui restent à concevoir, mais qui sont des points un peu pas les points principaux des projets. Mais en gros, aujourd'hui, on est sur une mise en œuvre et le déploiement opérationnel, voire même déjà l'opérationnalité. Marie-Noëlle nous en parlera peut-être en Aquitaine, et puis d'ailleurs, vous l'avez vu sûrement dans les dépêches. Aujourd'hui, plusieurs centaines de patients sont pris en charge en Aquitaine par le dispositif TSN. Alors, les 5 projets pilotes, on commence par toi, Marie-Noëlle. Il était temps que tu arrives. Voilà, en Aquitaine. Voilà. Bien, bonjour. Alors, en Aquitaine, on a effectivement démarré les prises en charge depuis à peu près 8 mois. C'était fin septembre. On a suivi plus de 500 personnes et on a développé, on a construit notre outil sur du réel. Je vais aller très vite parce que c'est pas que ça mon sujet. Donc on a construit notre outil sur du réel, 500 patients qui sont à peu près qui sont pris en charge, ça augmente tous les jours de manière très régulière. On a une coordination qui s'est construite sur les besoins des professionnels. Donc je vous laisse découvrir, on fait de l'orientation, on fait de la mobilisation de services. La prise en charge au domicile, c'est du social et du sanitaire. Donc on a toujours, dans toutes les prises en charge, cette double composante, et du reste, sur la cellule, eh bien, nous avons des assistantes sociales et des infirmières. Bon, ça c'est le sujet. Vous voyez la répartition de nos services qui sont très variés. C'est en appui aux professionnels de santé du territoire, du premier recours en particulier. Pour rendre ces services, on ne pouvait pas le faire avant d'avoir des outils. Les outils sont totalement indispensables et il faut équiper les professionnels de santé du territoire. Le principe même d'une plateforme territoriale d'appui, c'est de favoriser, avant de favoriser la coordination, c'est indispensable, c'est la communication. C'est un parcours, c'est entre tous les professionnels. C'est des épisodes, il faut aller partout auprès des professionnels qui interviennent au domicile. Il y a le médecin, le pharmacien, l'infirmier, mais il y a aussi les gens du social, l'aide à domicile qui fait la toilette, il y a l'aide à domicile qui vient nourrir, il y a les gens qui viennent entretenir la maison. Tout le monde doit être en capacité de remonter une alerte, de faire ce suivi. Et ce que nous avons mis en place, c'est un suivi de la prise en charge de la personne au domicile. Bien évidemment, on facilite les entrées et les sorties d'hôpital. Bien évidemment, on donne aux médecins ce qu'il attendait en premier lieu, c'était qu'est-ce qui s'est passé à l'hôpital, qu'est-ce qu'on lui a fait, quel va être le traitement. Donc tout ça on fait, tout ça nous est demandé et on a construit tous ces services autour, mais avec un outil qui permet cette communication et cette coordination avec bien évidemment en mobilité native, parce que ce qu'utilisent les professionnels au domicile, c'est leur smartphone. Alors on a 5 minutes, pas plus. 5 minutes. Bon, donc ça, c'est déjà le service rendu. Ça augmente régulièrement avec un outil très souple et un agenda partagé, une pancarte, une synthèse. Tout ça, on a. Mais c'est pas ça que je voulais vous raconter ce matin. Ce qu'on est en train de voir et ce qu'on est en train de mettre en œuvre avec ces plateformes, c'est une nouvelle organisation. C'est une nouvelle organisation des soins. Et ça, c'est quelque chose qui était attendu par les professionnels du premier recours peut-être, mais beaucoup du second recours. Les professeurs des centres hospitaliers universitaires en particulier, voient arriver les patients atteints de pathologies chroniques beaucoup trop tard. Ils les voient arriver une fois que la maladie est installée.
Il y a 30% à peu près de la population qui est atteinte de pathologies chroniques. Eh bien, ce que nous avons déjà démarré et ce que nous savons faire, ce que nous pouvons faire avec la plateforme, c'est un repérage et un traitement précoce des maladies chroniques inflammatoires. Ça nous est permis parce que les médecins généralistes, grâce à la plateforme, ils sont tous atteignables. On a un outil de coordination. Et alors, il y a un projet de recherche qui s'est monté. Il existait le projet, il fallait le mettre en œuvre, on l'a mis en œuvre. Le projet de recherche, c'est que les médecins généralistes ont construit avec les professeurs du second et du troisième recours des protocoles, ils ont identifié des alertes. Et quand ils ont des patients qui montrent ces alertes, ils peuvent les adresser très vite, ils peuvent communiquer très vite grâce à la plateforme, grâce aux outils, et faire ce suivi très vite avec aussi des objets connectés. Eh bien, ils peuvent saisir les professionnels du CHU et avoir des rendez-vous très vite. Globalement, quand on prend un patient en charge dans les stades précoces, on traite sa maladie, ça coûte 500 € par an. Quand il arrive, et puis il a une qualité de vie très, très, très correcte, et quand on prend en charge le patient avec beaucoup de mois de retard, c'est 6 mois souvent un rendez-vous en CHU pour rentrer dans la file active, eh bien c'est déjà plus de 12 000 € par an. Donc là, on a pu faire ça grâce à cette plateforme qui adresse tout le territoire des Landes, parce qu'on a élargi à la globalité des Landes, parce que ça avait du sens, c'est une communauté de professionnels, voilà. Donc voilà déjà ce que les services rendus par la plateforme, ce qui fait qu'on a une adhésion formidable des professionnels de santé. Voilà. Je vous remercie. Merci Marie-Noëlle. On passe donc sur l'Île-de-France. Eric. Oui. C'est là que ça avance. C'est là que ça avance. Ouais. Oui, merci beaucoup. On est sûrement moins avancé que ce que décrit Marie-Noëlle sur la région Île-de-France, mais quand même. C'est celui-là. C'est ça ? Ouais. Alors, l'objectif du projet sur la région Île-de-France est de pouvoir déployer une plateforme qui contient un certain nombre de services, avec un premier objectif que vous voyez à gauche, en haut. C'est l'autre. Non, merci. J'essaie de faire du laser, mais visiblement ça n'a pas l'air de marcher. Mais c'est pas grave. En haut de la diapositive, qui est en fait la première demande que nous avons eue de la part de l'ensemble des professionnels de santé, qui est ce qu'a souligné Franck tout à l'heure, à savoir le partage de l'information. C'est-à-dire la possibilité de pouvoir, au sein de cette plateforme et surtout au sein du territoire, disposer des informations pertinentes pour pouvoir assurer un parcours de soins qui soit de qualité. Et donc, comme je le dis, l'enjeu dans cette affaire-là, ou le premier enjeu, c'est effectivement de pouvoir mettre autour de la table l'ensemble des industriels de la plateforme, et le choix a été fait pour la région Île-de-France de la société Accenture avec la plateforme Orion Health, qui doit faire une présentation en fin de matinée pour ceux qui sont intéressés, et l'ensemble des industriels du monde libéral et du monde hospitalier. Aujourd'hui, c'est le travail que nous menons, et comme l'a dit Franck, je suis convaincu que si ce travail n'aboutit pas, le projet n'aboutira pas. Il faut que le professionnel de santé, qu'il soit du monde libéral, du monde hospitalier ou du monde médico-social, puisse accéder aux informations à partir de son outil du professionnel de santé et à l'ensemble des informations. À partir de là, on a défini avec les professionnels de santé un certain nombre de services qui nous paraissaient les premiers services à mettre en place. Et donc, ce sont ce qui vous est décrit dans les services de base, c'est-à-dire le dossier de parcours, les résultats d'examen, la prise de rendez-vous, la e-prescription, la préadmission et le paiement en ligne. Troisième élément, il faut que cette plateforme puisse s'intégrer avec l'ensemble des outils de la région
et donc puisse en particulier communiquer avec la plateforme régionale qui est aujourd'hui opérationnelle et avec tous les éléments socles de cette plateforme. Et puis, dernier élément, nous souhaitons pouvoir avoir effectivement comme cible de développer l'e-santé et donc intégrer à ça. Nous avons un projet entre guillemets innovation et dans ce cadre-là qui a été confié au RESA Île-de-France et dans ce cadre-là le RESA va lancer dans les prochains jours un sourcing à travers sa plateforme vers les industriels pour pouvoir recueillir les différentes offres qui sont potentiellement intégrables à cette plateforme Terrisanté en termes d'innovation, en se centrant sur les 4 parcours sur lesquels nous souhaitons travailler aujourd'hui, qui sont le diabète, le cancer, la femme enceinte et l'insuffisance cardiaque. Dernier élément, autour d'un tel système d'information, comme l'a dit Franck, n'a de sens que s'il y a une organisation territoriale. Et dans ce cadre-là, on est moins avancé que l'Aquitaine, mais nous sommes en train de mettre en place une plateforme territoriale d'appui basée sur un réseau existant qui est le réseau OCO 94, qui va permettre d'assurer les différentes missions qui sont décrites dans ces plateformes territoriales d'appui. Merci. Comme je l'ai dit, l'enjeu majeur pour nous de ce projet, c'est le partage de l'information. Qui dit partage de l'information dit nécessité de travailler sur 2 éléments. Le premier élément, c'est le cadre d'interopérabilité. Et donc, cadre d'interopérabilité à la fois syntaxique et sémantique. Et dans ce cadre-là, nous avons aujourd'hui un travail qui est en phase de finalisation pour pouvoir envoyer vers les outils des professionnels de santé les résultats d'examen sous forme structurée. La première expérimentation devant débuter à la fin du mois. Deuxième élément, l'intégration de cette plateforme au logiciel métier, que ce soit à travers la possibilité d'accéder directement à la plateforme, mais aussi de notification de messages de la plateforme vers les outils des professionnels de santé. Et comme je l'ai dit, l'importance dans ce cadre de l'implication des industriels, du monde libéral et du monde hospitalier. Voilà, je vous remercie. Merci Eric. On passe à la région suivante, donc Océan Indien. Merci. Bonjour, Paulo Ferreira, Océan Indien. Donc on a plein de sujets en commun entre toutes les régions. Donc vous avez vu l'aspect organisationnel. Il y a aussi une dimension technologique. L'objectif, c'est de pouvoir mettre pouvoir disposer de l'information au bon moment, pour la bonne personne et au bon endroit. Donc c'est toute la difficulté de mettre en place ce que j'appellerais de la quincaillerie, qui sont tous les tuyaux, tous les mécanismes qui permettent de partager de l'information de manière sécurisée. Alors là-dessus, on est en charge de 2 aspects, l'aspect interopérabilité et un autre sujet derrière. C'est bien beau de communiquer de l'information, mais il y a un sujet autour de l'identito-vigilance. Si on ne traite pas ce sujet-là, on passe à côté d'un certain nombre de risques, parce que si vous avez de l'information qui ne correspond pas à votre patient, vous serez bien en peine de lui rendre service. Donc on travaille sur ces sujets-là, sur lesquels on a quelques antériorités. Sur les concepts que l'on traite au titre de la coordination, il y a 4 concepts. Il y a le PPS. Et à vrai dire, on s'intéresse particulièrement aux actions qui sont liées au PPS, qui, elles, doivent être échangées entre professionnels. Il y a l'équipe de prise en charge ou l'équipe de soins, comme l'introduit la loi. Il y a ce qu'on appelle la nomenclature offre de santé, qui est en fait un annuaire des professionnels de santé, mais qui porte aussi sur tout ce qui est médico-social et tout ce qui est association. Grosso modo, quand vous faites de la coordination, l'idée c'est de pouvoir faire appel à tous les services qui existent sur votre territoire. Et il n'y a pas que des services d'ordre thérapeutique, il y a tous les services aussi sociaux, associatifs, tout ce qui peut permettre finalement d'aider la prise en charge et le patient à mieux vivre, si je puis dire, aussi son état de santé. Enfin, le sujet clé, c'est là-dessus que je vais m'étendre un petit peu, c'est le sujet de l'identité et le sujet de l'identito-vigilance. Alors, on a beaucoup fait référence au fait qu'il était indispensable que l'information arrive directement dans les outils des professionnels de santé.
Donc autant sur les structures, les établissements, on sait faire des choses, autant s'attaquer au monde libéral, c'est une véritable difficulté. On peut dire que, comme d'ailleurs dans les structures, on est sur des solutions logicielles complètement morcelées. Il existe toute une série d'éditeurs. Donc comment on fait en sorte que ces éditeurs puissent investir dans le même sens pour pouvoir faire en sorte que les outils puissent communiquer. Alors ça, c'est notre sujet. Donc on travaille dans le cadre du consortium avec un éditeur qui a accepté donc d'investir, et il n'y a que lui qui investit dans ses propres outils. On n'investit aucun rond qui a été des ronds TSN. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils puissent tester la prise en charge donc, de l'identité, comment ils communiquent avec notre plateforme de fédération d'identité régionale, qui existe depuis 2-3 ans. Derrière, donc, ça nous permet aussi de mettre en place des traitements qui permettent d'échanger de l'information, et notamment les sujets autour du PPS que j'évoquais tout à l'heure. Et nous, de notre côté, on est en train de mettre en place sur la plateforme tous ces traitements. Et l'idée, c'est de mettre à disposition après de tous les éditeurs. Donc à partir du moment où on est à faire des standards, voire on espère des normes, pouvoir mettre en place tous ces dispositifs qui permettent aux éditeurs de communiquer, d'intégrer ces informations-là dans leurs propres outils, dans leurs propres logiciels. Voilà. Donc ça, c'est notre sujet. Alors, juste pour vous donner une idée, bien entendu, je ne vais pas vous décrire tout ce schéma-là, mais ça représente l'ensemble des acteurs auxquels donc, la coordination et les systèmes que l'on met en place s'adressent. Grosso modo, il y a 17 typologies d'acteurs. Ça va des professionnels de santé, aux patients, à leur entourage, aux structures, aux labos, aux producteurs de données. Donc voilà, tous ces gens-là doivent être connectés. Il y a 8 domaines d'activité. Ça va de la prise en charge à du domaine comme l'épidémiologie ou la recherche clinique. Il y a 22 traitements au sens de la CNIL. Donc c'est autant de traitements sur lesquels donc, on fait de gros efforts en matière d'éthique et de sécurité. Du coup, on a mis en place un entrepôt, ce qu'on appelle XDS régional, qui recoupe, qui intègre l'ensemble des informations qui sont échangées dans le cadre de la coordination, et un entrepôt décisionnel qui a pour vocation en fait de pouvoir développer de l'épidémiologie et de la recherche clinique. Alors là-dessus, j'apporte 2 points tout de suite. Le premier, c'est quand on parle d'entrepôt de données et de système décisionnel, ce sont des informations qui sont anonymisées, sur lesquelles on ne peut pas faire de corrélation pour savoir de quel individu de ce dont il s'agit. Et deuxième sujet, l'information, en fait, c'est l'information que les professionnels poussent, qui ont un sens dans le cadre de la prise en charge et qui étaient à destination tant à l'équipe de prise en charge qu'également aux patients. Donc je ne vous parlerai pas de tous les services qu'on met en place à destination des professionnels, mais on en met également en place auprès du patient qui sait quelle information on échange et qui sait qui accède à quoi. Enfin, le dernier sujet, on m'a dit que j'avais 4 minutes, donc je me dépêche. Dernier sujet, alors quand on parle d'identito-vigilance, l'objet technique, c'est que chaque système a son propre système de protection, son propre domaine de confiance. J'arrête là avec la technique. Ce qui est important, c'est l'organisation régionale qui est mise en place, c'est-à-dire comment on assure l'identito-vigilance. Alors on travaille avec un collège sur l'identito-vigilance, donc au niveau de la région. On va mettre en place une cellule régionale d'identito-vigilance qui a pour objectif d'animer et d'être un deuxième recours, entre guillemets, pour le monde libéral ou pour les structures qui ne sont pas en capacité de réaliser des rapprochements d'identité. Voilà, je n'en dis pas plus. Merci Paolo. Donc on passe à la région suivante, donc Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. Excuse-moi. Sur le projet Pascaline, Laurent. Bonjour à tous, Laurent Ponson de l'ARS. Je vais simplement, on a un temps contraint, donner 2 illustrations de ce que fait Pascaline dans les sujets que l'on discute aujourd'hui avec ce thème du parcours 3.0. Et en préambule, vous voyez que la slide d'introduction, il y a un certain nombre de logos. Pour nous, c'était important d'impliquer certains acteurs qui semblent indispensables à cette notion de parcours d'emblée dans le projet. Donc vous voyez le GCS e-santé avec l'ensemble de ses membres, l'URPS médecins, donc les libéraux qui travaillent en relation avec les autres URPS, les usagers, Cluster iCare qui a été un pont vers les industriels avec notamment un appel à projets innovants, et 2 départements parce que notre territoire est à cheval sur 2 départements et le champ de compétences des départements est indispensable à impliquer dans ce sujet des parcours.
Pour nous, c'était important de faire ça parce que, d'une part, on co-construit des services avec les principaux intéressés. Donc on a une chance que les services et les outils qui sont créés répondent à un besoin, donc qu'il y ait un usage. Et puis ça permet de les appliquer aussi pour les phases ultérieures de déploiement, pour s'en servir de levier de déploiement. La phrase qui revient souvent, c'est un outil fait pour les professionnels par les professionnels ou c'est un outil fait pour les usagers par les usagers. Et donc notre rôle ARS là-dedans, on a un ensemble de sous-projets, c'est que l'ensemble soit cohérent, soit surtout lisible pour les utilisateurs et sur le plan technique, sur le plan des systèmes d'information, qui est une urbanisation, comme on dit, donc une cohérence d'ensemble, pour pas que ça soit des services qui soient indépendants les uns des autres en mosaïque. Alors je prends deux illustrations. La première sur les services organisationnels qui sont importants dans cette notion de parcours. On a deux PTA, donc plateformes territoriales d'appui, vous en avez parlé un petit peu avant, qui sont opérationnels. On n'a pas encore fait beaucoup de publicité parce qu'il y a beaucoup de calage sur les gens qui doivent travailler, prendre en charge des situations complexes dans ces PTA, mais elles ont commencé à prendre en charge des patients et elles s'appuient sur une gouvernance territoriale parce que si on veut que cette PTA qui va répondre à une difficulté d'un professionnel soit légitime, il faut qu'elle s'appuie sur l'ensemble des acteurs du territoire. Donc on travaille beaucoup sur cette notion de gouvernance territoriale. Et donc ça c'est la partie PTA et puis un service que l'on appelle Tandem qui est fait par les usagers pour les usagers. Et c'est intéressant de voir que ces deux dispositifs de coordination, l'un vient en réponse à des difficultés ressenties par un professionnel, PTA, l'autre vient en réponse à des difficultés ressenties par un usager, Tandem. Et il y a pas mal d'interactions entre les deux dispositifs. Alors aujourd'hui, on a un certain nombre de situations qui sont prises en charge. À la rentrée, je pense qu'on inaugurera officiellement les PTA, on fera un peu plus de buzz et le nombre de situations augmentera. Et après 2017, il y a déjà des transpositions qui se préparent. La transposition, c'est quand même la philosophie maître de TSN, puisque les PTA apparaissent dans la loi de santé. Donc, on réfléchit aux prochaines PTA qui pourraient se monter sur l'espace Auvergne-Rhône-Alpes après 2017. Et puis, mon illustration outil. Alors, il y a beaucoup de services. Vous pouvez aller voir sur le site web. Il y en a plusieurs. J'en ai pris un pour que ça soit concret, c'est le fil d'actualité, vous le voyez au milieu, c'est celui qui me paraît un des plus révélateurs de cette notion de parcours. C'est un ensemble d'intervenants qui discutent sur un patient dans un espace sécurisé. Cette circulation d'informations doit être la plus simple possible et doit être intégrée aux outils habituels, sinon on perd 90% des gens. Donc en haut à gauche dans le dossier de l'hôpital, en haut à droite au niveau du cabinet du professionnel, en bas c'est en mobilité, il y a pas mal de personnes intervenant sur le parcours qui travaillent en mobilité. Et en bas à droite, c'est un outil un peu particulier que l'on a développé dans le cadre de Pascaline, qui est l'outil de production des professionnels de la coordination. Donc, parce que les professionnels de coordination ont un outil particulièrement communicant, parce que c'est crucial pour eux, pour leur métier, d'avoir accès à toutes ces informations. Et donc, aujourd'hui, ce fil d'actualité est intégré dans ces différents outils. Il y a quand même des améliorations qui doivent se faire. On est dans une phase de déploiement. Donc, mon CISRA, c'est cabinet et mobilité. Les structures de coordination commencent à utiliser mes patients. Et ce qui est intéressant, c'est que au niveau de la transposition, il y a déjà des gens qui nous ont demandé de bénéficier de ces services, qui sont des services régionaux, même s'ils ne sont pas sur le territoire Pascaline. Et comme ça correspond à un besoin de circulation de l'information, ces outils commencent à s'étendre déjà hors du territoire Pascaline. Mais on met beaucoup d'énergie sur le déploiement dans le territoire. Voilà. Merci Laurent. Et puis on termine donc par Jean-Guilhem Xéry donc de l'ANAP sur la capitalisation et puis les perspectives de généralisation. Merci. Bonjour à tous, donc Jean-Guilhem Xéry, ANAP. Alors on a beaucoup insisté dès l'introduction et puis au fur et à mesure des interventions sur le caractère généralisation, transposition, réplication. Donc tous ces mots pour dire la même chose, à savoir que TSN est un programme pilote
prototype, comme disait Franck, donc qui a vocation à inspirer, à nourrir, je dirais, la suite du développement, de la transformation du système de santé. Donc c'est dans cette perspective-là que l'ANAP a été sollicitée pour participer donc à ce programme, avec 3 missions principales qui sont indiquées donc à l'écran. D'abord l'appui au pilotage national, le pilote national et la DGOS. L'ANAP est en appui de la DGOS. Deuxième mission importante qui est donc l'animation de la coordination des 5 projets, j'allais dire tout au long de l'expérimentation TSN, donc depuis le démarrage jusqu'à son échéance, et donc en particulier le suivi des projets au plus proche et la coordination, l'animation, l'ordonnancement un petit peu des différents sujets traités. Et puis troisième mission directement en lien avec cette perspective de généralisation qui est donc la capitalisation de tout ce qui aura été mis en œuvre par les régions. Alors, il manque une diapositive. Je vais faire 100. On peut revenir, voilà. Alors c'est dommage parce que c'était, on va pas dire la plus importante, mais enfin en tout cas une des plus importantes. C'était une diapositive qui vous indiquait justement quelles étaient les thématiques qui avaient été identifiées par l'ANAP pour justement être sujet de capitalisation. Alors, c'était une diapositive, je peux vous la décrire, qui était une corolle avec effectivement un certain nombre de ronds dans lesquels étaient indiquées les thématiques qui nous semblaient être d'intérêt justement dans une perspective de généralisation. Donc, il y a des sujets, et vous l'aurez compris en ayant entendu les précédents orateurs, des sujets de nature organisationnelle. Donc, nous travaillons sur, je dirais, ce que pourrait être, sur la base de ce qui émerge dans les régions, des modèles d'organisation et ce qu'il faut pour mettre en place justement une PTA et des dispositifs de coordination, d'appui à la coordination qui répondent aux missions principales décrites dans le décret. Donc il y aura tout un corpus effectivement de production autour de l'organisation de l'appui à la coordination. Il y aura d'autres thématiques en rapport avec des sujets, on va dire, SI, que ce soit, Franck, dans son mot d'introduction, employé le mot de cahier des charges, des cahiers des charges type ou des programmes fonctionnels type, justement, qui pourraient être, sur lesquels les futures régions pourront s'appuyer pour gagner du temps, pour peut-être éviter certains pièges, pour donc s'adresser à des partenaires, à des consortiums industriels. Il y aura aussi des productions sur l'architecture fonctionnelle d'un système d'information et de services numériques territorial. Là aussi, chacune des régions TSN a affronté effectivement cette question de construire une architecture fonctionnelle d'un système d'information susceptible de supporter, d'être en appui justement du développement d'un certain nombre de services. Il y aura aussi des productions sur tout ce qui pourra aider, contribuer au dialogue avec les consortiums d'industriels, en particulier des documents que nous sommes en train de produire pour peut-être être en appui d'une stratégie d'achat de services numériques, mais plus largement peut-être de modalités d'accompagnement ou autres vis-à-vis de partenaires industriels. Il y aura aussi dans cette même veine des documents sur peut-être des points d'attention, des points de vigilance sur l'exécution justement du contrat qui aura été établi avec le partenaire et les consortiums industriels. Il y aura aussi des sujets, ça a été évoqué précédemment, des sujets autour de la CNIL. On voit que ce sont évidemment des projets extrêmement complexes, organisationnels, techniques, mais évidemment qui touchent aussi, vous l'aurez largement compris, au partage à l'information de données. Donc il y a énormément de services qui requièrent finalement justement une autorisation de la CNIL. Ce sont, vous l'imaginez facilement, des démarches extrêmement complexes dont chacune des régions sont maintenant largement engagées. La CNIL aussi, évidemment. Donc là aussi, l'ANAP va se positionner pour capitaliser de façon là aussi à faire gagner du temps. Et c'est un travail que nous faisons avec les régions, bien sûr, mais aussi directement avec la CNIL. Il y aura un sujet aussi autour des questions éthiques posées par le déroulement, le déploiement de ces projets TSN.
il n'est pas question là d'éthique médicale ou de bioéthique, mais d'éthique en tant que, évidemment, le partage de données, comme ça a été largement dit et illustré, n'est pas sans poser de questions sur l'exploitation qui sera faite de ces données, sur le sens qui demeure ou pas du secret médical, par exemple, du partage et de l'information des données, à qui, avec quelles limites, quelles frontières, et que ces questions, ce n'est pas simplement des questions, je dirais, purement de philosophie, même si elles ont leur légitimité, mais des questions aussi importantes, puisqu'elles font partie de ce qui peuvent être des conditions pour, je dirais, faire approprier un petit peu ces nouvelles pratiques par les professionnels de santé qui ont parfois des inquiétudes, en tout cas qui expriment parfois des inquiétudes légitimes, parfois, et qu'il s'agit justement peut-être d'éclairer. Donc voilà quelques points parmi d'autres. Aussi une réflexion qui est lancée sur les modèles économiques et sur les structures de coûts des PTA. Voilà, point de suspension. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire que on a beaucoup insisté sur la mise en place de PTA et ça a été illustré, mais ce serait partiel de considérer que les projets TSN, c'est simplement la mise en place d'une nouvelle organisation ou la mise en place de PTA sur un territoire. En réalité, par la diversité des sujets qui sont adressés, que je viens rapidement d'évoquer, par la diversité des acteurs qui sont mobilisés, et ça a été dit et notamment illustré par une diapo, c'est-à-dire acteurs du libéral et des structures, acteurs de la puissance publique, des ARS, des GCS, des patients, des industriels. Donc diversité des acteurs, ampleur justement des sujets traités, dimension d'innovation, donc le vrai enjeu de TSN, c'est une transformation profonde du système de santé. C'est une transformation systémique. Ce n'est pas simplement la mise en place de TSN. C'est vrai, mais comprendre ça, s'arrêter à ça, en tout cas, ça serait partiel. Parce que le nombre de sujets adressés, parce que le nombre d'acteurs mis autour de la table, parce que enjeu d'innovation. Donc vraiment, le message à retenir, c'est que TSN, ce n'est pas simplement mettre en place une PTA. C'est une transformation profonde du système de santé. Et puis donc, pour avancer, parce que je vois Franck qui... On va se faire jeter. Donc j'accélère très vite. Simplement pour illustration, puisque donc les régions ont avancé, vous l'avez vu notamment sur l'aspect organisationnel, mise en place de PTA, pour donner un avant-goût de ce que effectivement de ce que pourrait capitaliser, de ce qui pourrait être capitalisé. Deux idées simplement sur l'appui à la coordination. D'abord, première idée, il n'existe pas sur le sujet orga de modèle unique de PTA. C'est important parce qu'on entend parfois des acteurs, des professionnels de santé qui disent ça y est, avec le décret PTA, finalement ça nous tombe comme d'habitude du ciel, du haut. On va être obligé de faire ce qui est écrit dans la loi. En fait, pas du tout. Le décret PTA, qui ne va pas tarder à être publié, donne un cadre et définit les missions. Formation, appui à la coordination et puis appui aux professionnels. Mais en revanche, ce qui concerne l'organisation, la mise en place, la mise en œuvre, ça, c'est vraiment de la compétence des professionnels, quel que soit leur statut et leur mission sur le territoire. Puisque chaque territoire, finalement, définit et identifie ses propres priorités de santé, et parce qu'il n'y a pas de territoire identique quant à la maturité, quant au développement, notamment, justement, des partenariats, de la coopération. On le voit en tout cas très clairement. Donc un message important, le décret PTA donne un cadre, mais ne définit pas l'organisation. Et puis deuxième chose, mais on va aller très très vite, c'est que justement, à partir de là, on voit rien que sur nos 5 régions TSN, qu'il y a au moins schématiquement 2 modèles organisationnels qui semblent se dégager, en l'occurrence sur une clé un petit peu de distinction, qui est celle de l'approche populationnelle, puisqu'il y a un modèle, donc je ne rentre pas dans le détail, qui repose sur le ressenti de la complexité des situations, ressenti par le professionnel de santé lui-même et ou par le patient et ses proches, et un deuxième modèle qui semble émerger, qui lui combine les maladies chroniques et le niveau de risque encouru. Le premier modèle amenant un niveau d'organisation, un niveau de coordination à 2 niveaux. Ce dernier modèle maladie chronique et niveau de risque à 4 niveaux. Pardon d'avoir été un petit peu long. Merci. Donc, je ne sais pas si on peut prendre une question, peut-être, une question ou 2. Non, on peut pas. Ouais, ah bah voilà, on se fait vraiment mettre dehors. Mais c'est normal, il faut respecter le temps pour les suivants. Voilà, alors pas de souci pour ceux qui ont des questions. Je vous invite à aller soit sur le stand du ministère, qui est un peu plus loin derrière, à côté de celui de la FHF. Première chose, je vous invite aussi à discuter, à poser des questions aux intervenants qui sont là, qui sont présents de toute façon sur le stand de GCS, sur le village. Il y a un village GCS et l'Aquitaine a fait son propre village, c'est ça ?
Il y a un village aquitain, donc voilà. En tout cas, vous pouvez poursuivre les discussions et puis poser vos questions aux intervenants sur ces différents stands et puis chez les industriels pour ceux qui sont présents. Voilà, merci à tous et bonne journée.